Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal. Bonjour tout le monde, vous m'entendez? Ça me fait plaisir d'être là et de voir des vraies personnes, contrairement à l'année dernière où il n'y avait personne, où on était en virtuel. Bienvenue, ça me fait plaisir aussi d'être ici pour parler de voyage, quelque chose qui nous manque à tous depuis un bon moment, avec des gens très inspirants d'ailleurs, qui m'ont tour à tour donné envie d'acheter une vanne, de faire quoi? Aller à Taipei, par exemple, ou de peut-être écrire le récit de gens de ma famille, en fait. Donc, merci d'ailleurs pour vos œuvres. Merci. Donc, Dominique Carpin, journaliste dans une autre vie, fou des réseaux sociaux, tellement qu'il en a écrit un premier livre d'ailleurs, animateur, auteur évidemment, et donc auteur de Van Aventure, tiré de ce qu'on voit, de tes aventures en van sur le canal Évasion. Oui, donc c'est un peu l'extension de la série télé Van Aventure à Évasion. Oui, très bien écrit d'ailleurs. Merci beaucoup. Gabriel Anctil, pour avoir voyagé avec lui. Il voulait pas Attention à ce que tu vas dire. Non, mais je peux dire qu'il était un très bon et un très grand voyageur. Un grand auteur aussi, qui a écrit quand même 25 livres. Oui, c'est mon 25e livre. Bravo. Donc, des romans, d'ailleurs, récemment encensés par le premier ministre lui-même, qui a lu Route 132, c'est ça? Oui, sur la 132. Oui, c'est ça, sur la 132. Il y a 4 jours, oui. Oui, félicitations pour ça. Merci. Journaliste au Devoir depuis plusieurs années, donc... Oh! Hey, c'est mon livre en plus. Il y a de l'aventure. On en parle plus. Il y a de l'aventure. Il est tombé, on n'en parle plus. Bon, voilà! Ah, c'est ça, les deux autres étaient jaloux. Donc, Gabriel Sienné, Les chemins du monde, 40 récits de voyage autour du globe, donc des récits de voyage qui ont été publiés dans le Devoir au cours Oui, des surtout le dernières années. Devoir. Donc, pour donner le goût, offrir 40 voyages virtuels aux gens en cette période plus difficile. Donc, ici et ailleurs. Voilà. Et Lamara Papitashvili, je l'ai bien dit. Yeah, super. Ce que j'aime, en fait, c'est que vous avez écrit des œuvres qui traitent du voyage, mais qui sont très différentes. Donc, un guide, plein de récits de voyage et un roman, donc de Lamara, qui discute, en fait, qui s'est inspiré de l'histoire de son grand-père et de sa fuite de l'URSS en 1932. Et un superbe roman, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Donc, mon grand-père, en 1932, il a fui Staline. Et c'était un périple d'une aventure incroyable qui a duré 2 ans. Il a marché à pied à travers plusieurs différents pays. Mais en fait, ce livre, ce n'est pas une biographie, c'est vraiment un roman de fiction. Donc, il y a 2 personnages qui me sont venus en tête quand j'ai pensé à son histoire et que j'ai entendu énormément d'anecdotes super intéressantes. Et ce sont 2 personnages complètement différents l'un de l'autre qui font un périple, un grand voyage pour échapper en fait à leur passé. Mais voilà, c'est le passé qui va les rattraper. Très bien écrit, d'ailleurs. Merci. Tout d'abord, j'ai envie de vous demander qu'est-ce que ça représente pour chacun de vous, le voyage? Quelque chose qui nous a manqué, évidemment, pendant la pandémie, mais qu'est-ce que ça représente dans votre vie, le voyage? Là, j'ai l'impression d'être un imposteur Pas ici, du tout. parce qu'on discutait tantôt de tous les pays que tu as visités. Toi, 40 récits de voyage à travers le monde. Moi, je suis allé à Sept-Îles cet été. C'est un voyage en soi. Je suis allé, mais je suis allé à l'île d'Anticosti, donc ça, c'est presque voyager dans un autre pays. Moi, je ne suis jamais allé. Tu vois? Bon. Voilà. Ah, voilà. Le voyage... moi, en tant que journaliste, je mourais d'envie à chaque fois qu'il y avait une possibilité d'aller faire un reportage à l'étranger, à l'extérieur, parce que c'est se sortir de sa zone de confort, puis c'est découvrir un nouveau territoire, des gens qui sont différents. Et je pense que c'est cet appel-là qui fait en sorte que le voyage est aussi attirant. Oui, tout à fait. Puis je dirais que c'est aussi une ouverture vers l'autre, vers les autres.
de voyager, en fait, ça permet... je trouve qu'il y a plusieurs sortes de voyages. Il y a des voyages, tu sais, comme on parlait de cette île, ou des voyages à l'intérieur du Québec. Il peut y avoir des voyages même à travers les classes sociales, à travers la littérature, ou des voyages plus physiques. Mais comme moi, quand je lisais Michel Tremblay, jeune, tu sais, je connaissais pas ce monde-là, ouvrier montréalais. Donc, ça, c'est un grand voyage. Il y a les voyages vers les autres cultures, évidemment, qui sont innombrables à travers le monde. Et le fait de voyager, ça nous donne une perspective par rapport au Québec, par rapport où on vit, par rapport à qui on est. Puis c'est clair que moi, plus je voyage, plus j'apprécie Montréal. Je trouve que c'est une ville extraordinaire, c'est une des villes les plus cool au monde. C'est une ville qui coûte pas cher, sécuritaire. Puis, tu sais, on est vraiment, vraiment chanceux de vivre au Québec, là. J'ai passé 6 semaines en Haïti, puis j'apprécie tout ce que je vis depuis. Puis, il y a aussi le voyage à l'intérieur de soi-même qui vient souvent avec les voyages et que moi, qui m'a inspiré beaucoup de romans. Donc, c'est ça, c'est vraiment une expérience complète, totale. Puis, je trouve qu'en voyage, comme tu parlais de Taipei, disons, dans les marchés de nuit de Taipei, tous les sens sont en éveil total. Et puis ça, ce sentiment-là d'être complètement ouvert au monde, de tout absorber l'environnement, bien ça, moi, j'ai pas vécu ça depuis 18 mois, puis c'est vraiment ce qui me manque le plus du voyage. Oui. Alors moi, je crois qu'il y a 2 genres de voyage. Il y a le voyage volontaire et le voyage involontaire. Involontaire, c'est quand, par exemple, on est enfant et que on a besoin de déménager, donc ce n'est pas nous qui choisissons d'aller ailleurs. Il y a une rupture de lieu. Et il y a le voyage volontaire. Donc j'aimerais parler du voyage volontaire. Je crois que le voyage, ça fait grandir. Alors peu importe l'âge qu'on a. On peut avoir 10 ans, on peut avoir 30 ans, on peut avoir 90 ans. Quand on voyage, on grandit, on évolue, on apprend des choses. Il y a un philosophe qui s'appelle Gadamer qui parlait de l'être humain comme quelqu'un qui en fait a plein de préjugés et une certaine perspective de la vie jusqu'au moment donc présent. Et quand on fait face à l'autre, on a cette ouverture et en fait l'humain a la volonté aussi de connaître l'autre. Et c'est ça ce qui fait la beauté du voyage, je trouve. Pour mes personnages, par contre, c'est tout à fait autre chose. Le voyage pour eux, c'est l'escapade, donc c'est la distance géographique avec un milieu malsain. Ils essayent de s'éloigner géographiquement et physiquement d'un milieu et de leur passé. Mais est-ce qu'ils peuvent vraiment échapper ces choses-là? Donc, c'est la question. J'ai envie de savoir, même pour les gens qui ne sont pas écrivains, quand on est en voyage, je pense qu'on a envie d'écrire. De quelle façon ou pourquoi vous pensez que quand on voyage, on a autant d'inspiration, ou on ressent autant le besoin d'écrire, puis encore plus quand on est journaliste ou auteur, ou même quand on sillonne le Québec, là, pas besoin d'aller à l'autre bout de la planète pour avoir envie. C'est spécial parce que moi, j'ai écrit ce livre-là 2 ans après avoir fait le voyage, parce que pendant le voyage, c'est tellement prenant. Évidemment, on est en production télé à ce moment-là, donc toute ma concentration, mon énergie va dans le tournage puis dans l'explication de ce que je suis en train de vivre à la caméra. Le livre, ce que ça m'a permis souvent, c'est puis à travers aussi les photos qu'on avait prises, les photos de tournage, ça m'a permis de revivre ces moments-là, puis des fois, de les vivre encore plus intensément. Un deuxième voyage. Oui, exactement. Puis je trouve que le processus d'écriture, puis Dieu sait que je ne me considère pas comme un écrivain, loin de là, mais ce processus-là de recul puis d'observation par rapport à ce qu'on a vécu, puis d'essayer de le mettre en mots, c'est un exercice, moi, qui me faisait peur au début. Quand j'ai commencé à écrire, je me suis dit, j'arriverai jamais au bout de ce projet-là. Puis finalement, j'avais hâte à chaque matin, quand le cadran sonnait, d'aller me remettre derrière mon ordi, puis de me replonger là-dedans, puis de réimaginer ce que j'avais vécu, puis évidemment d'y donner un petit swing là, pour le rendre encore plus intéressant, d'enjoliver des fois un petit peu les choses qui sont passées. Donc, et ça a donné quelque chose comme, tu permets que je te lise et je te cite? Ouais, ça m'inquiète, mais vas-y. Donc, tu décris en fait un moment de zénitude au réservoir du Poisson Blanc.
Un mince voile de brouillard recouvre la surface de l'eau, comme si le lac dort encore sous les couvertures du matin. Debout sur ma planche, dans la lueur bleutée du matin, j'ai l'impression de surfer sur les nuages, dans un état d'apaisanteur quasi mythique, avec comme seul son le clapotis des vaguelettes et le chant des huards. C'est pas moi qui ai écrit ça. Ben, Voyons donc. je trouvais ça très beau. J'ai eu quelques élans comme ça dans le livre, mais c'est avant tout un guide pour ceux et celles qui ont envie de se lancer dans ce mode de vie-là. Puis Ouais. le voyage, on a parlé de plusieurs facettes. Il y a le voyage organisé. Moi, longtemps, si je ne savais pas où je m'en allais, puis que je ne savais pas ce que j'allais manger au souper, puis qu'est-ce qu'il fallait que j'amène dans mes valises, ça m'angoissait pendant des jours. Ça a changé. Là, avec la vanne, c'est un autre type de voyage, puis j'aime ce que ça transforme en moi. Ça fait en sorte que je me trouve moins prévisible, je me trouve plus aventureux quand je suis en vanne. Puis je voulais essayer de communiquer ça aux gens qui ont envie de voyager de cette manière-là, puis leur donner certains paramètres là, pour ne pas se taper une attaque de panique comme moi le jour 1 quand je suis parti en vanne. À Oka. Pas trop loin pour pouvoir revenir. Oui, exactement. Sur la plage des nudistes ou Non, ok. non, parce que moi, je voyage avec mon chien. Et, Lui, il est tout le temps nudiste. Ouais, oui, non, j'allais dire que cette plage-là n'est pas accessible aux chiens, tout simplement. Ben, en fait, comment j'aborde, c'est ça, parce qu'il y a 40 textes dans mon livre qui ont été surtout publiés dans Le Devoir, mais ailleurs, mais je trouve que les articles de voyage, donc le journaliste de voyage, c'est ce qu'il y a de plus littéraire comme forme de journalisme. Puis ça permet énormément de latitude. Fait que pour moi, j'essaie dans chaque texte de raconter une histoire. Puis j'ai vraiment, c'est ça, une approche littéraire de ces textes-là. Puis j'ai été chanceux, autant dans Le Devoir ou la revue Espace ou Nouveau Projet, j'ai toujours eu pleine latitude, là. Mais j'essaie vraiment d'immerger le lecteur dans le lieu visité. Donc, j'utilise les sens beaucoup, comme, mettons, un marché de nuit à Hong Kong. Tu sais, qu'est-ce qu'on sent, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on goûte, qu'est-ce qu'on touche. Parce que je pense qu'il y a peut-être 1% des lecteurs qui vont vraiment aller à Hong Kong ou qui sont déjà allés, mais le 99 autres %, j'essaie de leur offrir un voyage, un petit voyage mental qui vont illustrer avec leur cerveau. Donc, ça va être vraiment un voyage qui va leur appartenir. Mais j'essaie de les plonger, de leur faire vivre une expérience. Puis c'est vrai que le voyage, c'est comme tu disais, ce qu'il y a de merveilleux, moi aussi, disons, avant d'aller dans une destination, Barcelone par exemple, j'essaie vraiment je fais beaucoup de recherches, j'essaie de comprendre, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé dans le lieu, l'histoire du lieu, les grands artistes qui ont marqué le lieu. Je lis des romans sur l'histoire, je regarde des films et tout. Puis une fois que j'arrive, tu sais, j'ai tout ça en dedans de moi qui m'aide à comprendre où je suis, aussi la situation politique et tout, mais je laisse toujours une marge de manœuvre à l'imprévu. C'est ça, aux choses qui n'ont pas été prévues. Puis c'est souvent ce qu'on retient le plus du voyage, c'est les rencontres qu'on fait, c'est les nuits folles. Tu veux nous en parler? Les nuits folles. Mais ce que j'aime Il de ton était livre, 3 heures du matin, oui. c'est que c'est séparé un peu par justement découverte culturelle. Après ça, les voyages avec tes enfants, par exemple. Bien, ça, c'est un autre volet, oui, que je trouve extraordinaire. C'est quand je voyage avec mes enfants, c'est que je vis parce que eux, c'est leur première découverte. Donc, je vis des premières découvertes à travers leurs yeux. Ouais. Je revois des lieux différemment à cause d'eux, comme par exemple, ça à l'époque, je pense qu'il y avait 7 et 10 ans, on est allé aux Îles de la Madeleine, mais là, j'ai confisqué tous les écrans. Il y a eu beaucoup de résistance au début, mais eux, c'est des urbains, donc ils viennent de Montréal. Mais j'ai vu à travers eux, c'était toute la découverte de la nature, de la force de la nature. Ils ont découvert les grands couchers de soleil, la puissance des vents, ils ont fait du cerf-volant, les grandes plages. Puis j'ai vu que peu à peu, ils sont comme vraiment immergés dans le lieu. Puis c'est ça
ça, c'est vraiment de la nourriture extraordinaire quand on veut écrire après un texte là-dessus. Ça fait grandir et le papa et les enfants, mais j'ai envie de te citer aussi, de te lire, parce que j'ai trouvé très beau, tu décris quand tu es allé dans les Adirondacks faire grimper une montagne avec ton fils. Puis la fin, donc tu dis, sur le chemin du retour, alors que je pouvais observer à satiété, merci, les traits endormis et détendus d'Émile, c'est ému que j'ai réalisé qu'un enfant avait gravi cette montagne, mais qu'un adolescent en était redescendu. Wow. Vous écrivez bien, tout le monde. Bien, juste mettre en contexte, c'est ça, c'est que c'était l'été entre le primaire et le secondaire, puis je voulais comme marquer l'événement, puis je suis allé avec lui monter, c'était sa première montagne. Puis effectivement, pour moi, ça va symboliser la fin de l'enfance puis le début de l'adolescence à jamais. C'est beau. Alors, l'écriture et le voyage, pour moi, sont très liés parce que ça va sembler très cliché, mais la lecture, pour moi, c'est un voyage. Quand une personne décide d'acheter un livre, un roman, et, ou de l'emprunter à la bibliothèque, et qu'il décide de s'embarquer dans l'aventure de ce livre-là, le lecteur part en voyage dans un autre univers, dans un autre monde, dans la peau d'un autre personnage. Et pour moi, en fait, c'est comme ça que m'est venu le goût de découvrir l'autre. Et c'est vraiment la meilleure façon de comprendre le monde et de comprendre les autres, de comprendre la personne qui habite à l'autre bout du monde, par exemple. Personnellement, l'écriture, pour moi, elle m'est venue surtout à cause des ruptures de lieux que j'ai vécues depuis que j'étais petite. J'ai dû déménager, je crois, 14 fois dans 5, 6, 7 différents pays. J'ai dit que tu venais de Damas. Hein? Oui, donc je suis née à Damas. Ma famille est issue d'une famille géorgienne, russe et ukrainienne. Et donc, je trouve qu'à chaque fois que j'ai envie d'écrire, la rupture de lieu est très importante pour moi. Parce que, comme disait Gabriel, j'ai l'impression que quand on est forcé à quitter un lieu, c'est à ce moment-là, en fait, qu'on prend conscience des choses et qu'on est un peu happé par les 5 sens, justement. Et qu'on se rend compte de ce qu'on a, ce qu'on possède, et le passer jusqu'à ce point-là de rupture et de là où on va. Et donc, ce ne sont pas vraiment des choses qu'on se pose au jour le jour, mais une fois qu'on décide de quitter un lieu, ça nous vient vraiment avec un élan. Voilà. C'est drôle que tu dises ça parce que, je vais te citer aussi, là, mais j'ai vraiment souligné, puis ça va tout à fait avec ce que tu viens de dire. Mais c'est au tout début, là, en fait, quand le personnage qu'on imagine qui serait ton grand-père quitte sa patrie, en fait, et qu'il dit « L'odeur acidulée des marronniers resterait avec moi pour toujours, ainsi que celle du fleuve Rioni, aqueuse et boisée. » Donc, il prenait en fait toute la beauté de son lieu avant de le quitter pour un long voyage. Est-ce qu'il l'aurait remarqué avant d'avoir quitté? On ne sait pas. Oui, c'est beau. Vous avez parlé aussi que le voyage, c'est évidemment aller à la rencontre de l'autre, quelque chose qui nous a manqué intensément dans les derniers mois. Puis chacun, vous abordez cette rencontre de l'autre de façon différente dans vos œuvres. Parlez-moi de ce désir-là de rencontre, puis de quelle façon vous voulez le transposer dans chacune de vos œuvres. Puis, ça peut être un voyage en van, là, on va à la rencontre des autres. Oui, surtout que l'acte de voyager en van est souvent un acte solitaire. Et à part comme moi, quand tu te promènes avec une équipe de tournage, là, mais en temps normal, tu voyages seul. Puis l'autre, c'est l'autre personne qui vit dans sa vanne avec qui tu vas aller passer la nuit, puis que tu connais pas, puis avec lequel tu vas créer des liens. Puis je tenais, moi, dans le livre, à présenter ces personnages-là que j'ai rencontrés ces 3 dernières années. Puis c'est des personnages que j'admire parce que moi, je le fais à temps partiel. Je pars 2 mois pendant l'été, puis je suis payé pour le faire. Puis mais tu le fais vraiment, hein? Oui, je le fais vraiment. Là, je triche pas. Là, non, mais je ne sais pas pourquoi les gens pensent que je voudrais tricher pour aller coucher à l'hôtel alors qu'on est tellement mieux couché dans une vanne. Mais les gens que j'ai rencontrés, je les admire parce que eux,
ils ont fait le choix de vivre à contre-courant, puis de vivre une certaine forme de marginalité. Puis moi qui est en couple depuis 25 ans, qui a 2 enfants, un chien, une maison, un chalet, tout ça, je me projette à travers ça. Je les vois comme comment moi j'aurais pu être si j'avais pris un autre chemin qui est pas celui que j'ai pris. Puis j'aime leur côté débrouillard, j'aime leur côté ouvert. C'est des personnages, c'est des vrais personnages. Puis ce qui est le fun, c'est que la plupart, je les ai rencontrés totalement par hasard. Puis c'est ce que j'aime de la van life, c'est qu'il y a une part de liberté dans tes déplacements, dans ton voyagement qui te permet de rester ouvert à l'imprévu. Et ça, c'est précieux dans la vie de quelqu'un qui est rangé comme moi. Je peux l'être aujourd'hui. Oui, tu as dû rencontrer beaucoup de personnages. Là. Ça doit être fascinant. C'est comme les gens qui font beaucoup de camping. Les portraits sont magnifiques, d'ailleurs. Merci beaucoup. Mais tu vois, c'est la partie que j'ai... C'était comme mon bonbon. Tu sais, l'aspect guide, c'est le fun à écrire, mais c'est un peu plus... c'est un guide. Ouais, donc humaniser le truc. C'est plus journalistique. Alors que les portraits, là, je pouvais plus me projeter dans leur vie puis faire des entrevues. Puis ça, j'ai beaucoup apprécié cette partie d'écriture-là. Bien, moi aussi, c'est une des choses que je préfère dans le voyage. Puis j'ai fait quand même beaucoup de voyages seul, ce qui est quand même une expérience différente de voyager en couple. Excuse-moi, mais tu es parti à 16 ans, toi, la première fois, seul. Oui, bien... En Thaïlande, t'as dit? Non, seul. Mon premier voyage seul, j'avais 16 ans. C'est ça, t'es jeune. Je suis parti 2 mois en sac à dos en Europe. Donc, ça n'a pas tout le temps été facile. Là. Disons que mes capacités culinaires étaient limitées à manger des sandwichs puis faire des pâtes. Mais c'est ça, peu importe. Quand on est seul, c'est différent que des voyages en couple ou en famille. On est vraiment ouvert. On est complètement ouvert sur l'autre et puis on multiplie les rencontres beaucoup. Puis évidemment, on voyage toujours avec qui on est. Là. Je veux dire, moi, je suis un Québécois qui voyage à l'étranger, j'ai mes références d'ici, j'ai ma vision du monde, mais j'essaye le plus possible de m'immerger à tous les niveaux, de rencontrer des gens. Comme je disais, je fais pas mal de recherches sur la culture, l'histoire du lieu, mais aussi au niveau de la nourriture, j'essaie d'être le plus ouvert possible. Puis d'autres expériences que je vis aussi, qui est des rencontres avec les autres, mais c'est parfois des rencontres avec des artistes qui sont vivants ou morts, mais de m'immerger dans l'œuvre de quelqu'un, ça, j'ai fait ça beaucoup. Michel Tremblay, Jack Kerouac. Oui, c'est ça. Comme je suis allé à Key West, en Floride, au bout de la Floride, l'île où c'est une île vraiment d'écrivains depuis 100 ans. Il y a eu Hemingway, Tennessee Williams. Il y a une grande tradition. Puis nous, au Québec, on s'intéresse beaucoup à ça à cause de Michel Tremblay, qui habite là 6 mois. Puis je l'ai rencontré là-bas, j'ai fait une entrevue avec lui qui est dans le livre. Puis moi, c'est mon idole, fait que c'était comme un grand moment pour moi d'être 1 heure avec lui dans un bar à Key West avec des chemises hawaïennes. Mais c'est ça, ou à Los Angeles, j'étais allé comme à la maison au Bukowski, un écrivain américain qui est mort aujourd'hui, mais où il a écrit la plupart de son œuvre. Il y a vraiment plusieurs façons de voyager. À Prague, j'ai suivi comme les traces de Mozart ou des trucs comme ça, mais il y a la rencontre du présent, il y a la rencontre du passé, donc tout est possible, vraiment. Il faut vraiment que je recommence à voyager. Oui, c'est qu'il a tellement voyagé qu'on le retrouve un peu partout. Oui, c'est ça. Alors, voyage pour aller vers l'autre, je dirais que ça dépend. C'est pas tout le temps qu'on voyage pour aller vers l'autre. Je crois qu'il faut que la personne ait une certaine volonté et une certaine ouverture d'esprit, parce que je connais plein de gens qui voyagent pour aller du point A à point B pour une conférence, mais qui ne sont pas ouverts à quitter toute cette perspective qu'ils ont de la vie. Ils veulent pas changer, ils veulent pas apprendre, ils veulent pas ouvrir les yeux, ils ont peur peut-être de l'évolution, je ne sais pas. Mais quand ça, un rapport avec l'ouverture vers l'autre, c'est lorsqu'on a un besoin, je trouve, à l'intérieur de soi, que ce soit un besoin d'amitié, d'amour, d'apprentissage, de curiosité. C'est vraiment, ça vient de l'intérieur, et une fois que ça germe en nous, aller vers l'autre est possible. Justement, ça m'apporte à ma prochaine question, en fait, ce que tu disais, mais pour plusieurs personnes, le voyage, ça va rester
une illusion, ben pas une illusion, mais un rêve peut-être inatteignable, en fait, de partir en voyage. J'ai envie de savoir, chacun de vous, où vous avez trouvé le courage de votre premier voyage. Puis là, je pense à... C'était pas ton premier voyage, Dominique, mais je pense à les premières journées où tu dormais dans ta vanne, il y avait un couteau sous ton oreiller. Non, j'étais un peu terrifié par ce monde-là, pour être franc. Puis j'ai réalisé quand je suis parti en tournage que j'avais très peu voyagé dans ma vie et que j'avais jamais voyagé en van à part une fois, à Oka, pour pas être trop déstabilisé. Puis, oui, ben c'est de réapprendre une certaine forme de vie quand tu habites dans une... Ben, en fait, quand tu dors dans une vanne, tu réalises à quel point le monde extérieur est proche de toi. Tu as un mur de tôle, puis de l'autre côté, c'est la vie. C'est les gens dans le stationnement qui ont décidé qu'ils faisaient un party à 2 heures le matin puis qui ne savent pas que tu dors juste à côté. Fait que ça amène quand même un certain climat de méfiance, je te dirais, au début, jusqu'au jour où d'une part, tu te fais davantage confiance puis tu réalises que c'est pas tous les gens qui sont méchants. Là. Et c'est vrai qu'au départ, je dormais avec... En plus, j'ai un chien, mais mon chien, tu sais, vous avez vu mon chien, là, il fait pas peur à personne. Fait que j'avais mon chien, mais je préférais aussi avoir un couteau sous mon oreiller. Mais il y a des histoires dans le livre de femmes qui ont développé un système pour se protéger dans les vannes qui est fascinant. Là. Ça va autant de partir avec un rack, avec 2 vélos, alors que tu es toute seule, juste pour faire croire que c'est un couple qu'il y a dans la vanne. Il y en a d'autres qui accrochent, par exemple, un gilet de construction sur le siège avant pour que les gens pensent que c'est, encore une fois, un homme qui est à l'intérieur. Donc, ils ont développé un système pour se protéger. Fait que tu réalises que des histoires qui se terminent mal, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Là. C'est très, très rare, mais ce risque-là, il existe. Puis, je sais pas, j'étais un peu nourri par ça avant de partir, fait que j'avais peur un peu, mais ça s'est Mais tout le long du livre, en fait, mais ça, c'est un vrai voyage, c'est de vaincre ses peurs, puis il y en a plusieurs, mais moi, je me retrouvais là-dedans parce que je fais des trucs, j'ai le vertige, mais je vais aller faire la Via Ferrata, comme tu as fait, tu sais. Donc, voyager, c'est aussi, tu sais, se dépasser puis vaincre ses peurs. Bien, moi, je dis dans le livre, puis je suis convaincu que vous allez être d'accord avec ça, mais moi, quand je voyage, je deviens le meilleur de moi-même. On dirait que c'est la meilleure version de moi qui ressort. Quand je reviens à la maison, c'est comme le naturel qui revient. Je suis plus lazy. Je sais pas, je me trouve vache. Tu sais, je m'effoire dans le divan, puis je peux passer une soirée à regarder la télé un peu numb. Alors que quand je suis dans la vanne puis que je suis en voyage, tu sais, je suis le premier levé le matin, je suis le dernier couché le soir, j'ai tout le temps mon appareil photo, je suis sensible à tout ce qui se passe autour de moi. Ça me garde vivant. Alors que je trouve que la routine, ça m'éteint. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec ça. Ben moi, comme ça a été mentionné plus tôt, c'est vraiment le voyage est rentré dans ma vie très jeune, quand j'étais enfant, à travers la lecture beaucoup. Puis je raconte dans l'introduction qu'en fait, je pense que le premier déclic s'est fait. Mes parents m'avaient acheté une vieille encyclopédie dans une vente de garage. Qui était jaunie pour quelques dollars. Puis j'avais 5 ans, puis je tournais les pages, puis un moment donné, il y a eu comme un déclic, j'ai pris une paire de ciseaux, puis j'ai découpé comme plein d'images, comme la Tour Eiffel, les pyramides en Égypte, les Himalayas et tout. Là, j'ai mis ça dans une enveloppe, j'étais comme ça, c'est ce que je veux voir dans ma vie. Est-ce que tu as tout vu? J'ai pas tout vu, puis c'est parfait comme ça. Est-ce que tu as encore l'enveloppe avec les photos dedans? Ça, je sais plus, c'est pas... Oh, wow, ça serait génial, t'imagines? Oui, c'est ça, j'aimerais beaucoup ça. Il y avait le lac Titicaca qui me faisait vraiment rire beaucoup. Moi, ça me fait encore rire, puis j'ai 50 ans. Donc, ça a parti de même, et après, ça a été nourri par les livres de pirates, les Tintins, tous les livres d'aventure. Et à 14 ans, je suis comme passé de la courte échelle à Jack Kerouac à 14 ans. Fait que ça a été comme vraiment un choc. Puis là, c'était comme tout un monde qui s'ouvrait à moi, où c'est des gens qui voyageaient sur le pouce, il n'y avait pas d'argent. Puis, tu sais, ils étaient vraiment à la recherche d'expérience. C'était ça l'idée, c'est ça que j'ai compris. J'ai dit, OK,
si je veux avoir quelque chose à dire, c'est pas encore clair si je voulais être écrivain, mais je voulais être artiste, mais si je veux avoir quelque chose à dire, si je veux une certaine richesse dans la vie, il faut que j'accumule les expériences, puis la meilleure façon de le faire, c'est à travers les voyages. Puis c'est ça qui m'a poussé 2 ans plus tard, comme je disais, à ramasser de l'argent. Je pelletais la neige, je coupais les gazons des voisins. Puis à 16 ans, je suis parti tout seul, puis ça a comme jamais arrêté, ça n'a jamais arrêté depuis. Alors pour moi, le goût, c'est venu avec un livre que j'ai lu quand j'avais 12 ans. Il s'intitulait Le Scorpion du Nil, donc aussi l'Égypte. Et c'est écrit par une Canadienne qui s'appelle Pauline Gage. Et j'ai adoré parce que c'était au sujet d'une petite fille de 12 ans qui était dans un milieu malsain et de l'Égypte ancienne, des pharaons. Et d'un coup, il y a quelqu'un qui arrive, un voyant du pharaon, qui l'embarque et qui la prend avec lui au palais donc, des pharaons. Et moi, ça m'a fait rêver. Je me suis dit, oh là là, j'aimerais tellement être cette fille. Et en fait, le premier voyage que j'ai entrepris vraiment toute seule de ma propre volonté, c'était parce que j'étais tombée amoureuse. Donc, c'était un étudiant d'échange et du coup, le cœur m'a emportée en Australie. Voilà. Pour être un bon voyageur, je crois, c'est bien de savoir d'où on vient puis qui on est. C'est souvent quelque chose qu'on va faire en voyageant à travers sa propre ville, son propre pays, sa propre région, puis quelque chose qu'on a fait en pandémie. Puis, ben, j'ai envie de vous entendre sur ça, en fait. En quoi le fait de voyager à travers le Québec ou d'écrire sur... Il y a des beaux voyages que tu as fait au Québec aussi, ou même d'écrire de la mère patrie, en quoi ça forme en tant que voyageur? Ben, je raconte un passage dans le livre. Je me livre peu dans la vie, mais là, j'ai raconté dans l'introduction d'où je... Parce que je pense que pour comprendre où tu vas dans la vie, il faut que tu expliques d'où tu es. Et moi, j'ai souffert de grandir dans un petit village où j'avais l'impression qu'il ne se passait rien. Je suis fils d'agriculteur. J'habitais dans un petit rang. Mon père avait des vaches. Puis j'avais l'impression qu'il ne se passait rien dans mon coin. Puis c'est drôle que tu parles de Kerouac parce que moi, je vouais une obsession pour Kerouac. Ah oui? Et mon premier voyage dans ma tercelle à l'âge de 18 ans, c'était inspiré de Sur la route. Puis, tu sais, je suis allé voir sa tombe à Lowell. Tu sais, On a tous fait ça. Ça a tellement marqué l'imaginaire québécois. C'est en allant à la bibliothèque de Sorel que je suis tombé sur ce livre-là. Et c'est après avoir lu ce livre-là que j'ai fait comme, OK, je pourrais pas me... Puis j'ai ça de dire ça, mais je pourrais pas me contenter de cette vie-là. Il va falloir que j'explore dans la vie. Puis ça a été clair rapidement. À 16 ans, je suis parti dans l'armée. Je suis jamais revenu à la maison après mes 16 ans. Puis j'ai toujours eu soif de voyager, puis d'aller vers l'autre, puis d'explorer. Puis parce que je suis assez d'accord avec ce que tu disais, Gabriel, c'est là quelles sont les histoires à raconter, à mon sens. Puis la van life, pour moi, c'est l'aboutissement de ça. C'est que là, j'ai réalisé aussi que je me suis embourgeoisé ces dernières années. La vie a fait ça. Puis là, j'ai besoin de ramener... j'ai besoin d'être mal pris un peu plus souvent, tu sais, puis d'avoir à me forcer à me sortir de... Ouais, puis à me sortir de pétrin, puis, tu sais, à être dans l'inconfort. J'étais tanné de mon confort. Puis la vanne, pour moi, c'est... Même si c'est quand même assez luxueux, là, celle que j'ai, ça reste que tu es dans un espace clos. Des fois, il y a des insectes la nuit qui t'empêchent de dormir. Il fait chaud, il fait froid. Mais ça fait du bien, des fois, de souffrir un peu pour apprécier encore plus ce que tu as une fois que tu reviens à la maison. Aussi, simplement le fait de, à chaque jour, vous vous demandez où est-ce qu'on va dormir ce soir. Là. C'est quand même... Quand même. C'est quand même quelque chose. Mais c'est pour ça, quand je te dis, je me suis littéralement tapé une attaque de panique le jour 1 parce que je ne savais pas où je m'en allais. Je ne savais pas où j'allais dormir. Puis, mais tu sais, j'ai fini par trouver une place, puis j'ai dormi, puis le lendemain aussi. Puis, tu sais, c'est là que tu réalises que, à force de se draper dans le confort de la vie quotidienne, tu viens qu'à oublier que tu as cette capacité-là de te dépasser, puis
de survivre, finalement, tu sais. Ouais. Puis c'est pour ça que je le fais pendant les tournages, mais là, je cherche des façons de passer le plus de temps possible dans ma vanne puis de partir en voyage, pas nécessairement pour faire une émission de télé, mais parce que ça me fait du bien, point. Oui, je suis tellement d'accord. Puis c'est ça, il y a des voyages qui ont vraiment changé ma vie. Bien, je parlais d'Haïti particulièrement, mais il y en a d'autres en Asie, en Amérique centrale, où, tu sais, c'est ça. C'est bon de souffrir une fois de temps en temps, même faire du camping. Puis après, on apprécie. Après 6 semaines de douche froide, j'ai vraiment apprécié mon bain d'eau chaude. Là, en revenant, je me sentais comme Louis XIV. Mais je trouve que le voyage, c'est vraiment... en fait, c'est une approche. Là. Fait que quand on disait... Moi, c'est ça, peu importe que je sois à Barcelone ou que je sois dans mon quartier. Moi, j'habite dans Saint-Laurent, l'arrondissement Saint-Laurent, dans le nord de Montréal. Puis quand je prends l'autobus, je suis souvent le sol blanc, puis je trouve ça bien correct comme ça. Puis je me sens en voyage, puis je découvre plein... Tu sais, je suis comme... L'idée, c'est d'être ouvert aux autres, d'être ouvert aux découvertes. Puis j'ai découvert plein d'épiceries ethniques, de restaurants délicieux. Puis étant montréalais, j'ai vécu 4 ans après mon université dans le Bas-Saint-Laurent, puis en Gaspésie. Puis ça a été un très long voyage, mais j'ai vraiment découvert ce qu'était le Québec. Je suis tombé en amour profondément avec le Québec, avec la réalité régionale. Puis, tu sais, moi, là-bas, j'étais un Blanc, j'étais un Québécois, mais tu sais, j'étais vraiment l'étranger. Puis, le gars de la ville. Je connais du monde qui sont là depuis 2 générations, puis les enfants, tu sais, sont nés là, mais tu sais, c'est pas vraiment du monde de la place, là. Wow. Mais tout ça pour dire que, c'est ça, je pense que c'est une approche, une ouverture d'esprit. Puis le voyage, on peut le faire au coin de la rue, on peut le faire au Québec, puis on peut le faire à l'autre bout du monde. Hein. Alors moi, je crois que le voyage, une chose dont on n'a pas trop parlé, c'est que ça nous met vraiment à l'épreuve. Et c'est ce que j'aime dans le voyage, c'est qu'au final, il y a plein de défis à relever. Comme tu disais, on n'est pas dans le confort, et il y a des obstacles, après obstacles, après obstacles. Et c'est ce que j'aime parce qu'en fait, ça teste nos limites. Et mes personnages, la question qui m'intéressait en fait de traiter dans ce roman, c'est à quel point, en fait, quand il y a des épreuves tellement horribles qui peuvent arriver de vie ou de mort pour, disons, quelqu'un qui traverse la Turquie kémaliste de 1932, le Liban sous mandat français avec les problèmes interreligieux, la Géorgie de Staline avec la GPU, et que vraiment c'est question de vie ou de mort si on voyage, donc si on fuit, et que la vie nous met à l'épreuve. Jusqu'où est-ce qu'on va aller en fait? Donc à quel moment est-ce que l'humain bascule de le bon comportement à un comportement vraiment... parce que nous sommes tous capables d'actes très vils dans des situations de vie ou de mort, et donc c'est cette question-là qui m'intéressait. Et qui est très bien traité, vraiment. C'est magnifique. Je ne saurais mieux vous conseiller que ce roman, vraiment. Sinon, il nous reste 5 minutes. Vendez-moi votre livre, comme si je ne l'avais pas lu. En fait, j'ai écrit ce livre parce que je me sentais démuni quand moi, je suis parti sur la route. J'avais fait des recherches, j'ai trouvé certains ouvrages, mais il n'y avait pas de guide qui expliquait réellement, là, point par point, comment est-ce qu'on se lance dans cette aventure-là. Et c'est ce guide-là que j'ai voulu écrire. J'ai voulu aussi profiter du guide pour proposer des endroits, des destinations au Québec que j'avais visitées pendant les tournages de l'émission. Et aussi, comme je le disais tantôt, de faire un portrait d'une communauté. Puis je pense que les gens que j'ai rencontrés puis dont je parle dans le livre, ça nous donne une meilleure idée de c'est quoi la communauté de la van life au Québec puis en Amérique du Nord. Puis je pense que c'est un livre en tout cas, ce qu'on m'en dit, c'est qu'il se lit bien. Tu peux lire quelques pages, le refermer. Si ça te tente de juste lire les portraits, une journée, tu le fais. Tu sais, c'est un livre qui se lit pas nécessairement de la première à la dernière page. Tu choisis ce que tu as envie de lire en fonction de tes intérêts puis où tu es rendu dans cette vie-là. Donc, voilà. J'ai l'impression d'être un vendeur de chars usagés. Là. Mais
Moi, j'ai beaucoup aimé, en tout cas, de ton livre que tu montres les deux côtés de la médaille. Donc, oui, là, on n'arrête pas de voir des belles photos sur Instagram de gens qui sont dans des magnifiques vannes. C'est très beau, mais c'est pas tout à fait la réalité. Mais c'est pour ça que le titre, on cherchait, bon, Van Aventure, évidemment, c'était incontournable parce que ça rappelait le titre de l'émission, mais moi, c'est le petit mot ici, là, petit guide de la van life sans filtre. Le sans filtre, pour moi, il prend tout son sens dans le livre parce que je parle autant de c'est quoi faire caca dans une, dans une toilette à cassette. Il y a une section sur ça. Puis, mais tu sais, ça fait partie de la réalité. Mais ça, tu le vois pas dans les Christy de photos sur Instagram que c'est pas super agréable, ça sent pas toujours bon. Je vois pas ça souvent sur Instagram. Non, c'est ça. Fait que voilà, dans le livre, il n'y a pas de photos là-dessus, là, mais au moins on aborde la question. Mon livre, en fait, j'ai profité de la pandémie pour travailler dessus. Puis la pandémie, pour moi, ça a été une grande période d'écriture. Donc, j'ai écrit comme 4-5 livres. Pendant... je suis pogné ici, il n'y a rien qui se passe, fait que je vais en profiter. Mais c'est ça, c'est 40 textes, puis c'est des voyages que j'ai faits ces 5 dernières années. Fait que c'est sûr que pour moi, de rassembler ces textes-là, il y en a quelques inédits aussi. Je revoyais un peu ma vie des 5 dernières années avec le recul. Puis c'est clair que quand, là, on recommence tranquillement à voyager, mais moi, je vais beaucoup plus apprécier les voyages que je le faisais avant. Quand on t'enlève quelque chose d'aussi précieux, comme ça, tu réalises à quel point c'est important. Puis j'ai divisé en 3 parties. Donc, il y a vraiment une première partie que c'est des voyages plus à saveur culturelle. Donc, comme je disais, je parle beaucoup des artistes, des lieux comme par exemple la Côte d'Azur. Tu sais, je raconte tous les peintres français qui ont résidé sur la Côte d'Azur, qui ont été attirés là par la lumière unique qu'on y trouve. J'ai fait la même chose dans Charlevoix, où c'est la région des peintres au Québec. Donc, je raconte un peu l'histoire, puis les lieux qu'on peut encore voir aujourd'hui. La deuxième partie, c'est plus des textes sur l'histoire puis la politique des lieux. Donc, il y a quelques textes sur la Catalogne en particulier. J'étais là pendant le référendum sur l'indépendance. J'étais là avec les 200 000 personnes dans la rue. Fait que j'ai essayé de capter l'esprit des lieux. Puis aussi l'histoire de Prague. Et la troisième partie, c'est vraiment les expériences de voyage. Donc, c'est là qu'il y a des textes avec mes enfants où je vais à Washington, par exemple, où là, on visite tous les musées. Puis je vois que mes enfants, tu sais, ils plongent dans l'histoire américaine, ils font des liens avec notre histoire à nous, notre part d'américanité. Ça se termine à un match de baseball où on mange des hot dogs. Fait que j'ai essayé de mettre vraiment toute ma vision, toutes les palettes que je pouvais mettre sur les voyages, toute la richesse des possibilités de voyage. Puis, comme je disais plus tôt, pour moi, c'est 40 textes que tu lis, c'est 40 petits voyages que tu fais de façon mentale. Puis je pense qu'on en avait vraiment besoin, puis on en a encore besoin de ce temps-ci pour notre santé mentale. Oui. Magnifiquement écrit aussi. Comme tu es un auteur aussi de romans, ça se ressent dans les textes. Merci. Alors, Adieu Staline, c'est un roman, je dirais, d'aventure, un roman historique, donc qui passe par trois différents pays d'une ère qu'on ne connaît pas vraiment. Donc, c'est la Géorgie sous Staline, donc en Union soviétique. La Turquie sous Kemal, qui venait de passer par la transition libéraliste de Kemal, et le Liban des années 30 aussi, donc sous mandat français. J'ai eu énormément de plaisir à rechercher au sujet de ces régions-là, parce que j'ai beaucoup appris. En fait, c'est fascinant. Donc, si ça vous intéresse, surtout, moi, ça m'a beaucoup fascinée. Et donc, c'est au sujet de 2 personnages qui décident de quitter leur vie pourrie, disons, pour tenter leur chance à la liberté et au bonheur en Amérique. Mais on ne sait pas s'ils vont aboutir en Amérique. C'est la question, quelque part. Et donc, inspiré de l'histoire de ton grand-père. J'ai trouvé 2 cassettes audio dans le sous-sol de notre maison il y a 4 ans. Que j'ai fait traduire par une interprète à l'ambassade, blablabla, parce que je ne parle pas géorgien. Ça a pris 6 mois, donc j'ai finalement eu le récit de mon grand-père sur 6 pages imprimées.
C'était plein d'anecdotes que j'ai inclus également dans ce roman. Mais ce roman est vraiment... ce sont deux personnages fictifs qui me sont venus en tête. Deux opposés, deux meilleurs amis, Temour et Ilia. L'un est complètement passif, un peu déprimé à cause d'un père alcoolique qui le maltraite et un chagrin amoureux et un piano en fait qui disparaît, il veut être pianiste. Et l'autre, il est rêveur, coureur de jupons, très bel homme. C'est lui donc qui a le plan de quitter la Géorgie et il convainc Temour de partir. Et il n'est pas sûr au début, mais à cause de tout ce qui se passe, il décide ok, on va le faire. Et donc leurs chemins vont vraiment être parsemés d'embûches, voilà, à cause de la GPU et toutes sortes d'autres obstacles. Et c'est fascinant, juste les faits historiques aussi, là. Donc, merci. Ben merci à vous trois. Au plaisir Merci. de revoyager ensemble, de faire de la vanne et de relire un autre roman. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. De l'écoute. Pardon. Ah ben je peux le faire. Allô? Ben moi, j'étais en signature, d'ailleurs, tout de suite après. Moi aussi, là, je m'en vais là. Oui, Ok. moi Donc, on a aussi. Gabriel Anctil, ici. Donc, Sillonner les chemins du monde, Tiens, le livre. 40 récits de voyage autour du globe aux éditions Somme Toute. Oui, c'est ça. On a Dominique Arpin, Van Aventure, aux éditions du Journal. Oui. Et, pardon, mon Dieu. Lamara Papitashvili, excuse-moi. Adieu Staline, aux éditions David, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est au regroupement des éditeurs franco-canadiens, c'est ça, là-bas. Merci tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci de l'intérêt.